Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel nous allons parler de livres, de lecture et notamment des livres que j'ai reçus et des livres que j'ai lus. Avant de commencer, je vous ai montré quelques vidéos de mon nouvel endroit. Donc dans l'épisode de podcast précédent, je vous montrais ce que j'avais posé ici. Donc c'était les livres que je souhaitais lire très prochainement. Au final, vous voyez, il y a des Agatha Christie parce que du coup le mur est rempli d'Agatha Christie, que ce soit dans la collection livres de poche ou dans la collection France Loisirs. Voilà. Ils sont pas tous là parce que j'en ai, j'en ai ailleurs, tout ce qui est collection vintage et tout. Mais voilà, on a rapatrié une partie des Agatha Christie ici suite à la réception de nouvelles étagères T-Books qui sont bien pratiques et qui arrivent pile au moment où j'en ai besoin parce qu'il y a des livres de partout. Alors, on commence tout de suite avec les livres que j'ai reçus. Je commence avec 2 livres qu'on m'a offerts. Alors, c'était mon anniversaire le 23 juillet. Et j'ai été très gâtée. J'ai été très gâtée par mes copines et notamment par le gang des tote bags, Estelle de Petite Lectrice, Florence de Fluent Books et Angie de Madame Chachali. Et du coup, j'ai reçu un colis avec plein de choses, mais je vous montre les livres. Voilà. Donc Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery et Anne d'Avonlea, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc chez Monsieur Toussaint Louverture, ces livres sont magnifiques. Voilà. Ça faisait depuis un moment que je voulais les découvrir, j'avais pas encore sauté le pas et le fait qu'il m'ait été offert, ça les rend encore plus précieux, surtout offert par des amoureuses des livres, hein, donc voilà. Donc je suis très contente. J'ai été énormément gâtée et voilà, ces livres très très beaux et bien intégreront mes bibliothèques et j'ai hâte de les découvrir. Et en fait, en ce moment, j'ai vraiment... je pense que je vais commencer à avoir un peu besoin de lire ce style de lecture au milieu de tous mes thrillers et compagnie. Voilà. Sinon, j'ai reçu d'autres livres. Alors, j'ai reçu de la part du Cherche Midi, celui-ci, La main sur le cœur, d'Ivarté. C'est un livre très très fin qui fait sans les sources, avec les remerciements, il fait 150 pages. Voilà. Donc, il me tentait bien. Et voilà, je remercie beaucoup Benoît et bien de me l'avoir envoyé. Voilà, la main sur le cœur. Je vais partir en Espagne, il va y avoir un côté art et il va y avoir un côté, art et même tableau, et il va y avoir un côté historique aussi. Voilà, donc ça m'intéresse. Après, il s'agit que de livres Charleston. Hier, en fait, j'ai été dans les locaux Charleston et c'était super sympa. Et du coup, je suis repartie avec quelques livres qui me tentaient. Donc je remercie beaucoup Emeline de m'avoir reçue. C'est vrai que j'ai pas du tout filmé là-bas, donc j'ai pas d'image pour vous. Mais en tout cas, c'était très chouette. Et c'est en tant que lectrice Charleston, découvrir en plus les coulisses comme ça, bah, c'est top, quoi. Alors, j'ai choisi ce livre, Trouvez votre équilibre émotionnel avec la sophrologie, stress, anxiété, épuisement. 20 pratiques inédites pour éviter que ça déborde. En fait, le problème, c'est quand on est dans ces états-là, il faut trouver aussi le temps de lire ces livres. Mais il le faut, il y en a besoin. Et je pense que ça fera du bien. Voilà, donc c'est chez Le Duc, pratique. Celui-ci était dans ma wishlist, Ceux qui voulaient voir la mer, de Clarisse Sabar. Il est pas très épais, enfin je m'attendais à davantage.
300, un peu plus de 300 pages. Voilà, Clarisse Sabar, je vous le disais dans l'épisode précédent, je suis loin de connaître tout ce qu'elle a pu écrire. Il me manque encore beaucoup de livres à découvrir et voilà, faudrait y remédier. Là, à l'intérieur du livre, donc il est sorti en 2019 et à ce moment-là, c'était le 5e de Clarisse Sabar. Il y avait Les Lettres de Rose qui avait eu le prix du livre romantique en 2016. Celui-ci, je l'ai lu, je l'ai en l'occurrence même écouté. La plage de la mariée, je ne connais pas. Le jardin de l'oubli, je ne connais pas. La vie est belle et drôle à la fois. Je vous en ai parlé la dernière fois. Voilà. Couverture totalement de saison, on est d'accord. Après, hors saison pour le coup, La disparue de Noël chez Charleston Noir. Je crois pas avoir lu des Charleston Noirs. Bon, après, j'ai lu le Lucinda Riley là, pendant notre année de lectrice. En fait, comme on a changé les bibliothèques là, comme on a mis des livres là, on a tout changé là-bas. Donc, faut que j'arrive à retrouver dans ma partie Charleston celui auquel je pense. C'est celui qui fait un peu Agatha Christie, là. Oh, je sais pas plus. Bon, vous devez voir. Mais voilà, un Lucinda Riley un peu policier. Mais sinon, j'ai pas lu de policier de thriller de chez Charleston. Celui-ci, j'en avais pas mal entendu parler. C'est mis un suspense familial hautement addictif, donc j'aimerais bien le découvrir. Celui-ci, parce qu'en fait, je n'ai jamais lu de livre de Sophie Henrionnet, donc tout n'est pas du tout sous contrôle. La couverture, c'est un peu particulière. Donc là, il y a des petites citations, une lecture légère, drôle et pétillante, ne passez pas à côté de tout n'est pas du tout sous contrôle, vous rigolerez assurément et sortirez de cette lecture avec un grand sourire. Voilà. Et en fait, c'est mis que Sophie Henrionnet a 4 enfants, une imagination débordante et une légère tendance à l'hyperactivité. Je ne savais pas du tout qu'elle avait 4 enfants. J'aime beaucoup le fait qu'il garde la police de caractère dans les poches. J'ai pas lu beaucoup de Charleston poche en fait. Mais la police de caractère du grand format est conservée. Est-ce que c'est exactement la même? Je suis pas sûre. Parce qu'on n'est quand même pas non plus sur la même qualité de papier. Donc peut-être que ça me fait pas le même effet. Mais en tout cas, on voit que c'est une police de caractère particulière et très agréable. Et puis, j'ai reçu celui-ci, Vivre sans bruit, de Samar Seraki de Boutafoco. Je le prononce vraiment pas comme il faut. C'est un livre qu'on devait lire là pour notre année de lectrice Charleston. J'ai enlevé le bandeau parce que je ne vais pas le conserver dans la bibliothèque. Et en fait, c'était un livre que j'ai commencé à lire et j'ai pas accroché. C'est pas forcément un livre que je souhaitais lire à ce moment-là. Et ça l'a pas fait. Alors, il n'y a vraiment pas énormément de livres où ça m'a fait ça. C'est le seul, je crois, que je n'ai pas lu durant l'année. Et donc, voilà, il y a le marque-page qui va avec. La couverture. Et puis, il est dédicacé. Voilà. Donc je crois être l'une des seules hein, à pas l'avoir lu. Je sais que les autres lectrices l'ont lu et il doit être assez percutant et il y a eu vraiment des avis positifs dessus. Donc voilà, c'est pour remettre un peu les choses dans le contexte et vous dire que c'est pas parce que mon avis est comme ça qu'il faut s'arrêter à mon avis. Je sais que d'autres l'ont apprécié. Voilà pour ce que j'ai reçu, donc, ou ce qu'on m'a offert, donc je suis contente. Et maintenant, on va passer aux livres que j'ai lus. Hop, voilà pour les livres que j'ai lus. Sachant que celui-ci, j'ai dû le finir 2 minutes avant de commencer à enregistrer.
Alors, je commence avec le Agatha Christie du challenge Red Christie 2022 du mois de juillet. C'est celui que j'ai choisi. Le thème, c'était qui se passe en vacances, je crois. Donc, j'ai choisi ce livre de Miss Marple parce que dès qu'on commence à lire le résumé, c'est indiqué Miss Marple en vacances aux Antilles. Se livre à sa distraction favorite, étudier les hôtes de son hôtel. Alors personnellement, je l'ai lu au bord de la piscine en Bretagne, c'était trop trop bien, avec en plus cette couverture juste parfaite. Bon, on ne voit pas, il s'en sort pas trop mal par rapport à ce qu'il a vécu le pauvre, parce que des enfants extrêmement bien élevés se sont amusés à courir juste à côté de moi, à écraser toutes mes affaires, mon téléphone, le chapeau d'une de mes filles, et ont marché avec leurs pieds sales trempés sur mon livre. Voilà, j'étais pas contente. Ça, c'est le genre de choses, vous voyez, quand je vous dis j'ai du mal à maîtriser mes émotions, c'est le genre de choses où je suis pas contente, et je le dis clairement, et après je regrette de m'être autant affichée et de me donner en spectacle devant tout le monde, mais là il y a quand même des limites, quoi, surtout que la mère n'a strictement rien dit et s'est cachée derrière son téléphone quand elle a vu ça. Mais bon, voilà, il a vécu des choses, mais il est toujours là, toujours vivant, et c'est tant mieux. Je suis pas très Miss Marple, et ce qui est très particulier, parce que Miss Marple, à chaque fois, quand on la voit dans une histoire, elle tricote. Et moi, vous savez que je lis et je tricote en même temps quand je peux. Alors, en l'occurrence, j'ai mal à la main en ce moment, pour mon plus grand plaisir, donc je fais attention. Mais quand je l'ai lu, en tout cas, j'ai tricoté en même temps. Et c'est très... Enfin, c'est très chouette de voir un petit passage où on me dit Miss Marple tricote, et puis voilà, je suis en train de tricoter. Enfin, ça fait partie des petits plaisirs. Mais pourtant, Miss Marple, c'est pas ma détective préférée. Moi, j'adore Hercule Poirot. J'aime... En fait, ils sont opposés sur plusieurs sujets. Et notamment, il y a le fait... euh, Enfin, il y a leur attitude par rapport à leur raisonnement, ou même leur capacité à bien raisonner. On a Poirot qui est très fier de lui et qui va mettre tout ça en avant et tout. Et donc, trop, certainement, c'est de la prétention incroyable, voilà, ça fait sourire. Mais à côté de ça, on a Miss Marple qui ne se met surtout pas en avant. Elle est d'une discrétion incroyable. Et puis, elle hésite pas, enfin ça la gêne pas qu'on la prenne pour plus bête que ce qu'elle est. Et ça, c'est quelque chose qui, dans la vie de tous les jours, me fait toujours un peu bizarre. Alors c'est sûr que ça permet à certains d'obtenir des informations, d'obtenir des choses. Il y a un côté parfois manipulateur d'être un peu comme ça. Mais bon, c'est toujours quelque chose qui me fait un petit peu bizarre. Et voilà, je préfère le côté très carré. Je préfère pas la prétention de Poirot quand même, mais ce que j'aime chez Poirot, c'est le côté très carré, très voilà, c'est très mathématique, et du coup les livres dans lesquels il est détective sont de la même façon, avec une construction très très carrée, très logique. On sait où on va, et avec ces dénouements extra où on voit de A à Z comment il est arrivé au dénouement final, quoi. Enfin, on est sur une démonstration mathématique que j'adore. Avec Miss Marple, c'est différent en fait. Et pourtant, celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est une relecture. Alors, je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'ai lu, mais je sais que je l'ai déjà lu. C'est un livre qui a été écrit dans les années 60. Ça se sent énormément. En fait, j'ai pas regardé ça. Pourtant, d'habitude, je regarde quand est-ce qu'un Agatha Christie a été écrit. En fait, Agatha Christie, elle a... Enfin, si je me trompe pas, je crois qu'elle a écrit La mystérieuse affaire de Styles en 1916 et il est paru en 1920. Mais à vérifier. En même temps, 1916, ça aurait été en plein pendant la Première Guerre mondiale et elle a été assez occupée à ce moment-là.
Bon, à vérifier, c'est peut-être, enfin, faut que je vérifie quand même ce que je vous dis, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces livres ont commencé à sortir au début des années 1920 et elle est décédée, eh bien, au milieu des années 70. Donc voilà, et pendant toute cette période, elle a écrit énormément. Et elle a vécu des choses folles, puisqu'elle a commencé à écrire après la première... Enfin, ces livres ont commencé à sortir après la Première Guerre mondiale. Elle a vécu la Seconde Guerre mondiale et puis le monde d'après. Donc il y a eu énormément de changements, il y a eu toute une modernité autour de ça, et là je l'ai vraiment énormément ressenti dans l'écriture dès le début, au niveau des sujets abordés, au niveau du vocabulaire, et c'est là, après plusieurs pages, je me dis waouh, il a été écrit quand ce livre? Est-ce que tout ça vient de la traduction, ou est-ce qu'il a été écrit plus tard? Et ouais, en tout cas il est sorti en 1964, donc voilà, ça se sent beaucoup. Miss Marple qui part aux Antilles, il y a un côté aussi moderne par rapport à ça. Miss Marple, normalement, elle est dans son petit village de St. Mary Mead et elle ne bouge pas et elle connaît toutes les personnes qu'elle croise, et si elle connaît pas quelqu'un, de toute façon, c'est pas grave, elle l'observe et elle se dit « mais ce personnage, cet individu que je croise, il me fait penser au neveu de machin, de machin, de machin, qui avait exactement la même attitude, et ça a mené à ça. » Donc en fait, grâce à, comme elle dit, sa connaissance de l'être humain, de la nature humaine, ça lui permet de faire pas mal de petites déductions. Là, on est vraiment sur quelque chose de différent. Elle est partie aux Antilles, c'est incroyable, elle est sortie de son village, mais c'est pas parce qu'elle est sortie de son village que elle perd son sens de la déduction, qu'elle se met en avant, parce qu'elle est toujours enfin, elle est toujours un peu en retrait, en fait, hein, et donc les gens parlent alors qu'elle est là en se disant « c'est pas grave, c'est Miss Marple, on s'en fiche », en fait, ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Et puis sa connaissance de la nature humaine, elle va à nouveau l'utiliser durant cette affaire. Le Major Palgrave, c'est quelqu'un comme on en connaît, comme on en a tous dans notre entourage, et notamment marqué quand on a affaire à des hommes d'ancienne génération qui aiment parler d'eux. Voilà, qui aiment parler d'eux, qui aiment parler de leurs petites affaires, qui considèrent que nous-mêmes, on connaît toute leur vie, mais qui surtout ne s'intéressent pas du tout à nous. Voilà. On en a, enfin voilà, je pense que tout le monde en a dans son entourage. C'est insupportable. Moi, j'avoue que ce style de personne, au début, enfin il y a quelques années, j'avais de la patience, je faisais preuve de politesse. Au bout d'un moment, je n'y arrive plus, et ce sont des personnes que je fuis en fait. Je fais le choix de ne plus, autant que possible, et des fois on n'a pas le choix, mais en tout cas, j'essaye au maximum de ne plus côtoyer ces personnes-là qui me font perdre mon temps, en fait. Voilà, moi, je n'y arrive plus. Miss Marple, elle a un petit truc à elle. Et en fait, il y a ce major qui raconte sa vie, donc il parle de lui, et qui toujours des choses qui le mettent en avant, il est meilleur que les autres, voilà. Il s'interrompt à peine, ce qui l'importe, c'est de briller par ses paroles. Et du coup, elle a quelque chose de très particulier. Son attitude par rapport à ça, c'est elle s'évade dans son esprit. Donc, elle est en mode automatique, comme une femme peut le faire. D'accord. Et derrière, enfin, je dis une femme peut le faire, mais en fait, un homme peut très bien faire ça aussi quand sa femme est un peu trop bavarde. Et du coup, elle enregistre à peine ce qui est dit, et elle, en fait, elle s'évade dans son esprit. Donc, du coup, elle se rappelle pas forcément tout ce qui a été dit, mais elle se rappelle de certaines choses qui vont être importantes par la suite, parce que justement, ce major parle trop, vraiment trop, et ça va lui jouer un vilain tour, hein. Il va perdre la vie par rapport à ça, à force de parler, il s'est mis en danger, et il a été tué. Voilà, donc le rythme est très rapide, c'est un livre, quand on le commence, on a du mal à le lâcher. J'ai organisé une lecture commune, et on est vraiment la plupart à penser ça. C'est vraiment... moi, je l'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est un très bon Agatha Christie. On n'est pas sur un dénouement euh, extraordinaire, on n'est pas sur un retournement de situation, enfin, je sais pas, c'est pas... Enfin, je vous spoile rien en vous disant ça, parce qu'on se doute, hein, avec les personnages et tout ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur
si on était sur quelque chose d'extraordinaire, il ferait partie de la plupart des top 3 des fans d'Agatha Christie. Or non, hein, on entend toujours parler de Ils étaient 10, du meurtre de Roger Ackroyd, le crime de l'Orient Express, principalement, on peut ajouter Mort sur le Nil, on peut ajouter le crime du Golfe, la mystérieuse affaire de Style, parce que c'était le premier Agatha Christie qui était vraiment bon pour un premier. Mais voilà, hein, si c'était le livre d'Agatha Christie, on en entendrait beaucoup plus parler. Mais il est très bien, vraiment il est très bien. Et moi ce qui m'a le plus surprise, c'est bon, comme je vous dis, cette histoire de vocabulaire et tout, mais ce rythme quoi. Enfin, on n'est pas sur un thriller, mais franchement ça enchaîne bien. Il est court, hein. Franchement, il fait 220 et quelques pages. Et en plus, contrairement aux Agatha Christie dans cette édition, eh bien en fait, les chapitres... voilà. Vous voyez là, le chapitre se termine et le suivant commence à la page d'après. Alors que dans cette édition, la plupart des Agatha Christie, le chapitre aurait commencé dès là. Il n'y a pas de perte d'espace. Voilà, donc vraiment je vous le conseille si vous ne l'avez pas déjà lu. Alors, niveau livre audio, j'ai écouté celui-ci, M'asseoir 5 minutes avec toi de Sophie Jomain. J'aime énormément cette couverture. Donc là, pareil, hein, Charleston Poche avec la police de caractère, super sympa. Sophie Jomain, j'ai lu 2 livres, les 2 comédies romantiques. Et mes Charleston sont trop loin pour que je puisse voir les titres. Moi, je sais plus, mais j'avais beaucoup aimé. Voilà. En plus, c'est quelqu'un que j'apprécie voir au salon, elle tricote, donc c'est toujours un plaisir de parler un peu tricot avec elle. Et voilà, elle est vraiment très, très sympathique. Et je suis contente d'avoir découvert un de ses autres livres. Alors, on va suivre Claire. Claire qui a une vie qui n'est pas facile, puisque sa fille est autiste. Et elle, je sais plus quel âge elle a exactement, sa fille, 10 ou 11 ans, enfin. Et voilà, c'est pas évident. C'est pas évident de gérer ça. Bon, quand on dit autiste, il y a énormément de formes d'autisme. Alors c'est quelque chose que je connais peu, mais je trouve que c'est très intéressant. Enfin, ça m'intéresse beaucoup pour plusieurs raisons. Et voilà, c'était très intéressant de découvrir eh bien, la fille de Claire, comment elle... et ben, comment elle réagissait en fonction des situations, comment elle vivait ça, etc. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. Mais bon, le sujet n'est pas là. Le sujet est plutôt, bah, je vous dis, le personnage principal c'est Claire, donc comment elle vit avec sa fille Pauline et avec son mari Julien. Et en fait, c'est par là qu'on a le sujet du livre, parce que pour Julien, cette situation est très compliquée. Forcément, leur vie a changé avec la naissance d'un enfant, encore plus en sachant que leur fille est autiste. Et tout ça, ça a été trop lourd pour Julien, trop lourd euh, pour plusieurs raisons. Enfin là, en tout cas, ce qui est mis dans la 4e de couverture, c'est Julien est parti il y a 3 mois, il ne nous a pas quittés, il a démissionné de lui-même. Donc il y a un moment donné où tout a été trop dur pour lui, à un point où, en fait, il en avait presque honte, en fait, de cette situation. Et, et je trouve que ça a amené à des passages assez difficiles, quand même. Parce que bah, cette petite Pauline, elle nous fait mal au cœur quand on voit comment son papa réagit. Claire, nous... Alors, c'est pas mal au cœur, c'est que Claire, on a envie de l'aider. Voilà, on a envie de l'aider, on a envie de lui dire, t'inquiète pas, écoute, moi je m'occupe de ça, va te poser 2 minutes. Enfin, je sais pas, on a envie de la soulager de ce quotidien, parce que elle avait déjà beaucoup sur les épaules. En temps normal, elle gérait déjà pas mal de choses, hein, et puis quand Julien part, elle en gère encore plus. Voilà, et du coup, bon, c'est très intéressant, c'est une situation particulière, je trouve que c'est bien décrit.
Julien n'est pas là comme, je sais pas, comme une cible où on charge beaucoup de choses pour le critiquer ou autre. Enfin, on n'est pas du tout sur, on n'est pas du tout sur ça, mais c'est écrit de façon assez, quelque part, assez neutre, même si on voit les choses au travers du regard de Claire, mais il y a quand même beaucoup de compréhension, je trouve. Mais même malgré ça, bah moi je lui en voulais un petit peu à Julien. Mince, je trouvais ça pas très juste. En plus, il avait certains principes, c'est-à-dire qu'il a fait tout ça, mais il fallait surtout pas le dire à ses parents. Alors qu'à un moment donné, il faut assumer. Enfin, déjà, enfin, il s'échappe de cette situation parce qu'il assume pas, et en plus derrière, il assume pas de pas assumer. Ouah, ça devient un truc un peu compliqué, quoi. Alors je comprends que la situation elle soit extrêmement compliquée et que c'est pas quelque chose qu'il a choisi, et voilà. Mais c'est vrai que alors là où ça peut être intéressant, c'est on a Pauline et sa particularité, et, euh, et on a deux façons de voir ça, en fait. Et on a la façon, le regard de Claire, et comment elle voit sa fille, et même comment elle trouve que sa fille peut l'aider elle-même. Enfin, c'est quelque chose d'hyper bienveillant, d'hyper... Et puis, on a le regard de Julien qui est différent. Et voilà, on a deux situations un peu opposées, deux réactions un peu opposées par rapport à cette situation. Euh, Mais il y a des moments, c'était un petit peu dur, hein. On avait un petit peu envie de secouer Julien, quoi, hein. Voilà, donc très intéressant. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Sophie Jomain. J'ai beaucoup aimé la façon du coup dont elle a décrit les personnages. Enfin, on arrive à s'identifier à Claire. Je vous dis, enfin, toutes mes réactions sont là parce que l'écriture est au top. C'est comme ça que j'arrive à vouloir aider Claire et à en vouloir un peu à Julien, alors qu'en fait à la base ce sont que des personnages, quoi. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore découvert, allez-y. Il est vraiment très très bien. J'ai également lu celui-ci, Les Chroniques de Bond Street de MC Beaton. Je l'ai lu avec le gang des tote bags, donc Estelle de Petite Lectrice, Angie de Madame Chachali et Florence de Fluent Books. Je vous le rappelle, même si je vous l'ai déjà dit au début de cet épisode. MC Beaton, vous devez la connaître, c'est celle qui a écrit la série Agatha Raisin, qui a écrit la série Hamish Macbeth, qui a écrit la série Lady Rose. Cette autrice est malheureusement décédée il n'y a pas très longtemps, mais il y a encore des nouveaux livres qui sortent. Je suis admirative de tout ce qu'elle a pu écrire. Alors certes, les Agatha Raisin, comme je vous disais, moi je commence un petit peu à m'en lasser. On n'est pas, sur... Enfin, si là on me disait, mais en fait les Agatha Raisin, elle mettait 1 an pour les écrire, je n'y croirais pas, quoi. Enfin, ça me paraît être une écriture assez rapide. Donc je comprends... Enfin... Je me dis avec, oui, en étant assez organisée, si elle arrivait vraiment à enchaîner les histoires, ouais, je comprends qu'elle ait pu sortir autant de livres. Mais ça n'en reste pas moins assez impressionnant quand même, hein. Donc là, les Chroniques de Bond Street, en fait, dans ce livre, qui est un plus grand format qu'un Agatha Raisin, hein, il coûte 19,90, on est sur un grand format, et bien dans ce livre, on a 2 histoires. C'est pas un cozy mystery, contrairement aux séries dont je vous ai parlé avant. C'est pas un cozy mystery, c'est décrit comme une romance historique, Londres au 19e siècle. Déjà, l'idée de départ, elle est extra, je trouve. Donc voilà, il y a un tome, enfin ici avec 2 histoires, et puis on a un autre qui va sortir, un autre tome avec 2 autres histoires qui sortira à l'automne, je crois. Donc, la première histoire s'appelle Lady Fortescue à la rescousse. Je pense que ça doit être un titre qui doit mieux sonner en anglais, ça. Et l'autre, c'est Miss Tonks prend son envol. Est-ce qu'il y a les titres originaux des histoires? Ah non, non, c'est Lady Fortescue steps out et Miss Tonks turns to crime. Mais ah non, je pensais Lady Fortescue, j'étais partie sur un autre titre original.
très bien. Voilà, donc première histoire, seconde histoire. Le livre fait 360 et quelques pages, ça se lit relativement vite. Donc comme je vous dis, on est à Londres au 19e siècle. On suit au début Lady Fortescue, qui est une veuve septuagénaire, on n'est pas chez les petits jeunes. Bon après, tous les personnages ont des âges différents, mais bon, on commence avec Lady Fortescue qui a un certain âge, et en fait, donc c'est mis malgré son rang, en fait, elle n'a ni rente ni héritage pour vivre dignement. Ça me fait un peu penser à son espionne royale, sauf que son espionne royale, comme son nom l'indique, elle a un lien de parenté avec le roi et la reine. Là, c'est quand même pas le cas, mais voilà. Donc, bon, elle n'a pas de quoi vivre, quoi. Elle a faim, le quotidien n'est pas facile. Elle essaye de trouver des astuces pour s'en sortir, etc. Mais c'est pas évident. Elle a quand même des domestiques qui sont restés, mais elle les paye pas. Elle n'a pas de quoi. Voilà. Et puis en fait, petit à petit, bah, elle vit dans un logement qui est quand même hyper grand pour elle, même si au final, elle n'utilise que très, très peu de pièces. Et puis elle va rencontrer quelqu'un qui est dans la même situation qu'elle. Et puis une autre personne, etc. Et en fait, à la fin, ils vont habiter dans son grand logement. Chacun va emmener le peu de choses qu'il a. Et puis, ça leur permettra à tous de faire des économies. Et puis, suite à ça, ils vont même ouvrir un hôtel. Voilà, donc il y a des petites histoires qui vont se passer. L'objectif, c'est de réussir toujours à avoir au moins quelques sous pour pouvoir vivre, parce que derrière tout ça, c'est quand même des individus qui sont très dépensiers. Après, ils n'hésitent pas à voler leurs proches, alors soit c'est des proches qui ont eu l'héritage qu'ils n'ont pas eu, soit c'est de la famille éloignée, mais ils essayent de voler deux, trois petites choses pour gagner de l'argent. Voilà. Donc ils sont plusieurs à habiter comme ça ensemble, et puis on les suit dans les deux histoires. Donc j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très sympa. Juste, j'aurais préféré faire... Enfin, dès le début, je me suis dit j'enchaîne, et puis c'était ce qu'on s'était dit avec les filles aussi, mais bon, pour moi ça me paraissait logique, parce que j'avais pas envie de laisser un livre en attente. On a les deux histoires dans un même tome, ce serait deux tomes séparés. Oui, j'aurais fait une pause entre les deux, mais là, sinon j'allais jamais finir mon livre, quoi. Enfin, je voulais le terminer. Mais au final, j'aurais préféré faire une petite pause quand même entre les deux tomes. À la fin, j'ai trouvé ça presque un petit peu long, alors que si j'avais fait une pause entre les deux, ça aurait peut-être été un peu mieux. Voilà, mais malgré tout, je vous le conseille, la couverture, elle est très sympa. Et puis cette couleur, quoi, enfin, pour moi, c'est... Alors, mis à part aujourd'hui, où il fait un temps pourri, mais sinon, c'est la couleur de l'été, hein. C'est la couleur de la mer, de la piscine, du ciel. Alors, je continue, et j'ai continué, j'ai enchaîné avec Laisse pas traîner ton fils de Rachid Sentaki. Oh, on est sur autre chose, hein. On est totalement sur autre chose. Ce livre, c'est un docu-fiction que j'ai lu dans le cadre du jury du prix du meilleur polar. Alors, on commence d'une façon très dure, vraiment très dure. Et si bien qu'au bout de 5-6 pages, je me suis dit non mais si c'est comme ça tout le livre, je ne pourrais pas, je n'y arriverai pas. C'est trop pour moi, c'est trop violent, c'est trop dur, voilà. Parce qu'en fait, il y a quand même des... Enfin, c'est un docu-fiction, donc il y a des choses qui sont quand même vraies, ou en tout cas si ça ne l'est pas, ça va se rapprocher d'une certaine réalité. Donc c'est là aussi où c'est pas évident. On sait direct qu'on lit pas une histoire totalement inventée. Donc on est à l'automne 2017 et on suit Mathieu qui est torturé puis jeté dans un canal. Il a été torturé par plusieurs jeunes d'une cité et tout ça, ça a été filmé et ça a été montré sur les réseaux sociaux. Et ensuite, l'auteur, en fait, avec son docu-fiction, va essayer de comprendre ce qui s'est passé, etc. Et derrière tout ça, essayer de comprendre comment on est arrivé à un tel niveau de violence dans les cités, comment on peut arriver à, à, à des choses comme ça, quoi. Enfin voilà, comment on peut arriver à ça. Donc comme je vous dis, vraiment les premières pages sont assez dures. Je trouve vraiment assez dur puisqu'on est vraiment sur le torture de Mathieu, hein, et donc on connaît l'issue.
Et après, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ça se lit très vite, mais c'est pareil, c'est un livre qui est très court puisque il fait 184 pages. Vous en avez peut-être marre, je vous dis à chaque fois, je vous dis à chaque fois le nombre de pages. Mais bon, on est sur du moins de 200 pages. Ça se lit très vite, c'est vraiment très bien écrit, c'est agréable au niveau de la lecture. Mais j'ai appris des choses, j'en ai su davantage sur l'auteur. Alors après, comme il y a le côté docu-fiction, il y a un moment donné, on aimerait bien savoir ce qui est du documentaire et ce qui est vraiment réel et ce qui, en revanche, est de la fiction. Donc c'est vrai que là, j'ai l'impression, moi, d'avoir suivi l'auteur pendant une enquête. Bon, j'aimerais bien savoir, il y a des choses, on sait que c'est vrai, euh, parce que l'auteur parle d'autres livres qu'il a pu écrire, mais il y a des choses où on peut avoir quelques doutes en fait. Donc j'aimerais bien avoir cette distinction à me donner, ce qu'il n'y a pas même à la fin du livre. Mais en tout cas, c'est vraiment... j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai beaucoup appris. Et comme je l'ai lu peu de temps après Territoire d'Olivier Norek, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, où on parle aussi des cités et de l'embrasement des cités et tout, et ben voilà, ça m'a fait une petite période où j'ai lu des livres coup sur le même sujet. Et voilà, j'ai appris des choses, il y a une sorte de prise de conscience, c'est utile. Donc globalement, j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Je continue avec celui-ci, Persona de Maxime Girardot chez Pocket. Donc j'ai lu ce livre parce que je dois lire Ego du même auteur chez Fayard dans le cadre du jury du festival Sans Nom. Et comme j'avais vu que Ego, mais je l'avais découvert en plein épisode de podcast, ou lors de ma palle de l'été, quand je sais plus, enfin dans une vidéo en tout cas. À un moment donné, je vous ai dit, ah mais mince, peut-être que c'est un... Ego, c'est un deuxième livre, est-ce qu'on retrouve pas les mêmes personnages dans ce livre que dans le premier? Et il me semblait bien que si. Donc c'est comme ça que j'ai voulu découvrir le premier livre. Euh, En fait, si je me trompe pas, c'est le commissaire Frank Somerset que je retrouverai dans Ego. Et là, dans Persona, ça me permet d'avoir une bonne introduction du personnage, de voir comment il en est arrivé là. Donc j'imagine bien que Ego peut se lire indépendamment, qu'il y aura des rappels qui seront faits, mais je pense que c'est, enfin moi, selon mes propres critères, c'est mieux de les lire dans l'ordre. Des fois, il y a aussi pas mal de fils rouges hein, sur les commissaires, les détectives, les enquêteurs, et j'aime bien suivre ces fils rouges en plus de l'histoire de l'intrigue de l'enquête. Ce livre est très particulier. Je ne l'ai pas beaucoup vu passer, tout comme j'ai pas beaucoup vu passer Ego. Et, euh, et c'est dommage, en fait. C'est dommage. Alors, quand je vous en ai parlé, vous avez été plusieurs à me dire hein, qu'il était bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression de découvrir ce livre un petit peu... Enfin voilà, je ne l'avais pas vu passer. Il est très intéressant parce que on sait, et Maxime Girardot, de toute façon, est décrit comme ça, comme... voilà, quelqu'un qui a travaillé pendant 12 ans dans le domaine du marketing digital. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça répond à des questions que je me posais, j'aurais dû relire tout ça. Donc, né en 1980, il a travaillé pendant 12 ans dans le domaine du marketing digital, notamment au sein d'une des fameuses multinationales rassemblées sous l'acronyme GAFAM. Voilà. Je le dis bien distinctement parce qu'il y a bien Microsoft inclus dedans. Hein. Voilà, maintenant il partage son temps entre la direction d'un incubeur de start-up et l'écriture de romans. Il utilise comme toile de fond ce qu'il a vécu et appris au sein de ces géants de la tech mondiale. Persona est son premier roman, il est paru chez Mazarine. Donc ça c'est très intéressant de le lire avant de commencer parce que dans ce livre on va se plonger dans ce monde en fait. On va se plonger dans le monde de la publicité, on va se plonger dans le monde des GAFAM, dans l'ultra-technologie. On va aller chez Google, dans les locaux de Google à Paris. On va vivre un peu le quotidien euh,
de quelqu'un qui travaille chez Google, de quelqu'un qui travaille dans le marketing et qui est en charge des campagnes publicitaires d'un grand groupe. Alors bon, personnellement j'ai mis un nom derrière ce grand groupe, j'ai mis le nom d'une boîte derrière. Bon, le nom n'est pas cité, mais en tout cas quelqu'un qui a un budget incroyable pour pouvoir faire ses publicités et qui du coup a une sorte de pouvoir qu'il utilise dans sa vie de tous les jours. Voilà, on est dans tout ce truc-là. Et en même temps, il y a toute une partie très intéressante, extrêmement intéressante, autour de l'analyse de la donnée, dans le cas de données extrêmement volumineuses. Donc, tout ce qui est big data est mentionné et en plus est défini, ce que j'ai trouvé très bien. Et puis il y a aussi tout le concept de machine learning qui est indiqué, qui est également défini. Et voilà, tout ça c'est des choses très intéressantes qui m'intéressent personnellement, professionnellement beaucoup, enfin qui font partie de mon travail. Et voilà, je trouvais que c'était extrêmement intéressant. Il y a un côté prise de hauteur hein, quand même par rapport à tout ça. Bon, je sais que dans un épisode de podcast il n'y a pas très longtemps, je vous ai dit que je commandais sur Amazon et ouah, oh, il y a eu un sacré truc au niveau des commentaires ou de messages privés sur le sujet. Je sais qu'il y a eu quand même beaucoup de réactions. Donc là, quand je vous parle de tout ça, eh bien, un auteur qui a travaillé dans une des entités des GAFAM, si vous êtes dans ce truc à se dire « Wow, non, surtout pas Amazon, on boycotte tous les géants et compagnie eh bien, ça pourrait vous rebuter. » Mais en fait, il y a vraiment une prise de conscience enfin, c'est pas une prise de conscience, pardon, c'est plutôt une prise de hauteur. Et donc, à travers ce livre, on n'est pas en train de vous dire commandez absolument sur Amazon, changez votre style de vie. Enfin, on n'est pas en train de vous vendre quelque chose. Il y a un côté très neutre, je trouve. Il y a un côté très descriptif, sans prise de position. Et après, c'est à chacun de prendre position en fonction de ses propres convictions. Donc, il y a des choses qui choqueront certains d'entre vous, alors que moi, je me dis, waouh, ça, c'est assez intéressant. Voilà. Mais tout dépend aussi où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça, votre cheminement, vos pensées, vos convictions, vos valeurs, plein de choses. Mais c'est très intéressant. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé partir dans tout ce monde-là, découvrir des choses. Moi, si vous voulez, dans ce livre, on est vraiment sur une enquête et tout. J'étais partie sur un truc, sur un dénouement, d'une certaine façon, et je sais plus combien de pages avant la fin, oh, il y a eu un virage, même vraiment un chemin pris, mais auquel je m'attendais pas du tout. Et pourquoi pas? Et en même temps, je comprends pourquoi, parce qu'il y a un moment donné où il fallait expliquer l'inexplicable. Et voilà. Enfin, je vous ai parlé de tout le contexte, mais en fait, l'enquête, c'est que on se retrouve avec un homme qui a été retrouvé, mais il n'est pas mort. Il a été torturé et il porte un masque sur le visage. Bon, c'est pas écrit dans la 4e de couverture, donc je vous dis pas trop de choses, mais moi, il y a des scènes pas très sympathiques. Je vous préviens si vous êtes un peu sensible, il y a des voilà, quand on retrouve le corps, il n'est pas en très bon état. Et en plus, le personnage est vivant, hein, faut aussi se dire ça. Donc ça apporte aussi un peu un peu un côté compliqué, compliqué à gérer si vous êtes un peu sensible. Enfin, de mon côté, ça a été, mais voilà, je vous préviens, c'est pas on n'est pas sur un polar tout rose. Et voilà, donc du coup, il va y avoir une enquête par rapport à ça. On fait la connaissance du commissaire Frank Somerset, qui travaille à la crime, qui n'est pas habitué à avoir une victime vivante, mais vu le cas, c'est lui qui a été mis sur l'affaire. Il travaille d'une façon très particulière, il n'est pas tout jeune, il a une bonne expérience, hein, et il a une façon de travailler assez particulière. Il n'a jamais souhaité grimper
et devenir directeur ou je ne sais quoi, enfin, et prendre du recul sur le terrain. Non, lui, il continue à être sur le terrain, mais il se constitue une équipe de petits jeunes et il les forme et tout, et voilà. Donc c'est un commissaire très particulier, je trouve, par rapport aux enquêteurs qu'on peut avoir l'habitude de découvrir dans les différents livres. Voilà, donc très intéressant, vraiment c'est une belle découverte. Je suis très contente d'avoir lu ce livre. J'aurais plein de questions à poser à l'auteur. Bon, j'en ai posé quelques-unes, enfin, j'ai un petit peu échangé rapidement sur Instagram, mais en même temps je voulais pas trop le déranger, mais j'aurais énormément de choses, de questions à lui poser. Enfin, ça m'intéresse beaucoup, comment on arrive à travailler là, comment on arrive à en sortir. Euh, Prise de conscience ou pas, prise de recul ou pas, comment... Enfin, ouais, en savoir un petit peu plus en fait sur sa vie professionnelle en fin de compte, et puis aussi sur comment on devient auteur en utilisant comme ça son passé professionnel. Enfin, il y a vraiment un lien, et donc comment il en est arrivé là, quoi, quelque part. Enfin voilà, bon, j'ai plein de questions, mais je me les garde pour plus tard. Et puis je termine avec celui-ci. Donc La Faussaire de Patricia Delahaye chez Belfond Noir. C'est du coup le premier livre que je lis dans le cadre du prix du festival Sans Nom. En fait, enfin, c'est vraiment le premier livre que je lis dans ce cadre-là. J'ai déjà lu un livre qui fait partie de ceux qui sont sélectionnés pour le prix. C'était le Nicotakian, le dernier Nicotakian, mais je l'avais lu parce que je lisais le dernier Nicotakian en fait. Je ne l'ai pas lu parce qu'il faisait partie du jury. Alors, du coup, avant de commencer ce livre, je me suis bien renseignée. Est-ce que c'est un premier tome? Est-ce qu'il y a un enquêteur que je vais retrouver? Non, c'est un premier roman, même si Patricia Delahaye a écrit beaucoup d'autres livres. Alors, est-ce que c'est mis là? Parce que là, c'est son premier roman, mais en fait, c'est pas son domaine habituel, en fait. Là, diplômée en cinéma et en sciences humaines, elle a été notamment journaliste spécialisée dans les relations conjugales et familiales. Elle a écrit une vingtaine d'ouvrages sur ce thème, et du coup, là, elle se lance dans la fiction avec un projet centré sur le fait divers. Et là, c'est mis en abordant des personnalités qui ont marqué la société. Elle fait vibrer la complexité de l'âme humaine. Dans ce livre, on n'est pas sur un policier classique. On n'a pas un meurtre, il faut trouver celui qui a commis le meurtre. C'est pas ça. Pas ça du tout. On va suivre une histoire en fait, et effectivement il y a un côté très psychologie des personnes ou personnages. Faudrait que je me renseigne davantage sur le fait divers pour voir ce qui est de la fiction et ce qui ne l'est pas. On est plutôt sur, il y a un meurtre qui a eu lieu, voilà comment on arrive à ce meurtre. Donc on suit les personnages, chacun de leur côté, puis on suit la rencontre, puis on suit comment on arrive à ce crime, et puis après, on suit la suite, le procès, et puis après le procès, comment ces gens arrivent à revenir dans la vie réelle, enfin voilà, après la prison. Donc c'est très particulier, il n'y a pas... y a pas on n'est pas dans un thriller, il n'y a pas un suspense de fou, on se dit pas mince, est-ce qu'il va être attrapé, est-ce qu'il va pas l'être? Non. Alors ça, si vous lisez la 4e de couverture, vous savez tout ce qui s'est passé, tout est révélé, donc il n'y a pas du coup de suspense par rapport à ça, il n'y a pas de... parce qu'on connaît l'histoire, du coup, il n'y a pas de suspense sur qui a commis le meurtre, parce qu'en fait, on le sait tout de suite. Voilà. Et pourtant, c'est un livre qui se lit super bien et qui se lit vite. Donc, je vais encore faire ma pénible et vous donner le nombre de pages, 360 et quelques pages. Je l'ai lu, je l'ai commencé, moi je l'ai lu en 24 heures. Voilà, j'ai pas fait que ça. Donc, ça se lit bien. Vraiment, l'écriture est très fluide. C'est vrai qu'il y a un côté très psychologie des personnages. On arrive vraiment... Enfin, ça permet de comprendre comment on en arrive là, comment... Pareil, il n'y a pas de jugement, mais... Il n'y a pas de jugement, même si, bon... voilà le titre, hein, mais c'est assez intéressant. Il y a des pistes sur oui, comment on peut avoir une vie toute tracée, avec un quotidien assez millimétré, enfin millimétré, oui, puis
une vie qui ne change pas beaucoup en fait. Comment on arrive à ce quotidien-là et faire une sortie de route incroyable qui détruit tout. Enfin voilà, c'est assez prenant. Donc j'ai beaucoup aimé, mais j'aime les policiers et les thrillers pour le côté, tiens, c'est quoi la fin, quel va être le retournement de situation, comment l'auteur a réussi à nous avoir sur le dénouement incroyable. Ben, il n'y a pas de dénouement en fait. Donc voilà. Euh, mais je vous dis, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Je sais pas si on pourrait dire que c'est une sorte de docu-fiction quelque part. Mais ouais, non, j'ai trouvé sympa. Vraiment sympa. Voilà. Du coup, j'ai terminé pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, écoutez, je vous retrouverai très vite pour vous parler d'autres livres, peut-être des achats, peut-être des réceptions. C'est vrai que d'habitude, l'été, il y a moins de réceptions. Je trouve qu'en ce moment, il y en a quand même beaucoup. Et puis, bah, d'autres livres lus, et certainement des policiers et des thrillers. Voilà, à très vite.